Bonjour, nous voici sur la fiche ressource 8, manager une équipe. Cette fiche ressource s'insère dans la compétence C2.1, recruter et former les collaborateurs, pour acquérir la compétence sur la mise en œuvre des actions de motivation, avec comme connaissances associées la communication managériale, l'animation de groupe, les styles de management et la gestion des conflits. Tout d'abord sur les styles de management, Likert a identifié 4 systèmes de management. Tout d'abord, dans le système 1, le système autoritaire exploiteur, avec un style autocratique et direct, des décisions qui sont prises uniquement par la direction et des relations manager-employé basées sur la peur. Dans le système 2, un système autoritaire paternaliste, on retrouve un système là aussi autoritaire, mais associé à quelques récompenses. Les dirigeants prennent seuls les décisions, mais même s'ils permettent parfois un peu de consultation, et ce système est basé sur la loyauté et un peu de récompense. Le système 3 est consultatif, où les employés sont consultés et impliqués dans le système de prise de décision. C'est une communication à double sens et la prise de décision est partagée jusqu'à un certain niveau, dans une relation de confiance modérée. Dans le système 4, le système participatif, nous avons un management participatif et collaboratif où les décisions sont prises en groupe avec une communication ouverte et multidirectionnelle et un système qui est basé sur la confiance. Les systèmes 1 et 2 conviennent plus à des organisations traditionnelles, alors que les systèmes 3 et 4 sont plus adaptés aux environnements modernes. Le système 4 est souvent considéré comme le plus efficace pour encourager la créativité, la satisfaction au travail et les performances organisationnelles. Un des outils de la motivation est la délégation, c'est-à-dire le fait de confier à une ou plusieurs personnes la réalisation d'une tâche ou d'une mission. C'est un des éléments fondamentaux du management, car une délégation réussie permet de motiver à la fois celui qui délègue et celui qui se voit confier de nouvelles responsabilités. Pour être efficace, la délégation doit respecter certaines étapes. Tout d'abord, être clair sur son rôle et ses responsabilités, et prendre le temps d'analyser ce que l'on peut déléguer. Pouvoir être clair aussi sur ses craintes et ses résistances à déléguer. Analyser ensuite les compétences, les disponibilités et la motivation des personnes à qui on souhaite déléguer. Il faudra ensuite soigner la transmission des tâches et des activités déléguées. Le manager doit toujours rester en support pour assurer un suivi régulier et évaluer les missions réalisées. Et enfin, pour qu'une délégation soit réussie, le manager doit savoir remercier, féliciter et reconnaître, que ce soit par des motivations financières ou non financières. Grandeur la communication managériale. La communication managériale répond à différents enjeux. Informer sur les objectifs opérationnels et leur donner du sens. Expliquer la stratégie de l'entreprise. Annoncer et expliquer si besoin les décisions de la hiérarchie. Rassurer les membres de l'équipe pour développer un sentiment d'appartenance. Éviter les tensions et les conflits. Partager les valeurs de l'entreprise pour développer l'adhésion à la culture de l'entreprise. Et écouter les équipes, éventuellement faire remonter leur discours auprès de la hiérarchie et les défendre si besoin. Pour cela, le manager dispose de différents outils. Des outils online comme l'intranet, les mails, les newsletters et les outils de travail collaboratif, mais aussi des outils offline comme les notes de service, le livret d'accueil, les comptes rendus de réunion. Grand 3, les réunions. Les réunions peuvent prendre différentes formes. On retrouve parmi les différents types de réunions principalement le briefing, qui peut être quotidien ou hebdomadaire, permet de lancer les équipes et de transmettre les faits marquants de la veille ou de la semaine précédente. Ce sont des réunions généralement très courtes. Les réunions de service ou les réunions d'équipe, hebdomadaires ou mensuelles, qui visent à transmettre une information et à lancer des discussions. Elle a pour objectif la cohésion d'équipe, l'information, les échanges, les partages de pratiques.
Elle peut durer environ 1 heure pour les réunions hebdomadaires et jusqu'à une demi-journée pour les réunions annuelles. Pour organiser une réunion, il faut tout d'abord la planifier, définir son objectif, identifier les participants à cette réunion, fixer une date et une heure et choisir un lieu, éventuellement réserver ce lieu. Il faut ensuite préparer la réunion, créer un ordre du jour qui sera transmis aux invités, préparer les supports, plaquettes, des diaporamas, etc. Envoyer l'invitation, soit par email, soit par un outil de planification interne, et anticiper les besoins logistiques, projecteurs, tableau blanc, fournitures, etc. Pendant la réunion, l'animateur de la réunion va tout d'abord accueillir les participants et introduire l'ordre du jour. Il va veiller à ce que l'ordre du jour soit respecté et ainsi guider la discussion selon les points prévus. Encourager la participation pour que chacun puisse contribuer et prendre des notes pour pouvoir établir le compte-rendu. L'animateur va ensuite clôturer et synthétiser les échanges en résumant les décisions prises et les prochaines étapes et en assignant les responsabilités à chacun, puis en fixant le suivi. Après la réunion, le manager ou ses collaborateurs pourront envoyer le compte-rendu et vérifier l'exécution des tâches. Pour maximiser l'efficacité d'une réunion, il faut avant tout respecter les horaires, commencer et terminer à l'heure prévue, limiter les distractions en évitant les sujets hors contexte et les interruptions inutiles, et favoriser les interactions en posant des questions et en sollicitant les avis pour engager tous les participants. La gestion des conflits, entre autres. Un conflit part d'un problème qui dégénère sur un malentendu, qui entraîne une opposition et qui finit sur une querelle. On retrouve différents types de conflits qui peuvent être interpersonnels, qui vont impliquer donc au moins 2 personnes, mais parfois plus, ou intragroupes, donc là qui vont faire référence à des conflits entre 2 membres ou plus du même groupe. Les sources du conflit peuvent être de nature organisationnelle, en ayant donc rapport avec l'impact des relations, du mode d'organisation du travail, de la définition des fonctions, de la responsabilité dans une mission, des règles de fonctionnement, des modalités de communication. Ils peuvent être aussi de nature relationnelle, si cela concerne la façon dont les gens se parlent, dont ils entrent en relation les uns avec les autres. Oui. Ou ils peuvent être liés à des personnalités dites difficiles qui vont avoir du mal à communiquer de façon respectueuse. Les différentes stratégies possibles de gestion des conflits sont l'évitement, où la gestion du conflit est parfois prématurée et il vaut mieux éviter de rentrer dedans. La négociation, en identifiant les points sur lesquels les parties peuvent s'entendre, trouver un terrain d'entente, et l'affrontement, qui va permettre d'adopter une position ferme et non négociable, et qui permet de gagner à court terme, mais pas toujours à long terme. Pour résoudre les conflits, le manager doit disposer d'une qualité fondamentale qui est l'empathie, c'est-à-dire la capacité à s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent, pour reconnaître ses émotions, pour prendre conscience des ressentis des autres, reconnaître les sentiments de l'autre, son vécu, afin de pouvoir prendre sa place et mieux comprendre ce schéma. La deuxième qualité fondamentale est l'écoute active, qui va permettre de mettre en place un véritable dialogue. Donc, tout d'abord, en écoutant et en observant la personne qui s'exprime et en la questionnant, pouvoir clarifier ses propos, soit avec des questions ouvertes, soit avec des questions fermées. Merci de votre attention.